Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de MasterChef se met à table et je vous propose de découvrir tout de suite le sommaire de cette émission. Ce soir, vous apprendrez comment bien petit déjeuner. Tous les fromages, même les pâtés, c'est bon. Hein. Du pain et je trempe dans le café. Quoi. Ce matin, je vais être light. Vous découvrirez l'un des passe-temps de Frédéric Anton. Moi, j'ai regardé un poulet rôti cuire pendant 45 minutes au four. Vous assisterez à une prise de conscience collective. C'est pas normal de bouffer comme ça. Mais vous retrouverez également la masterclass d'Yves Candebord. Olivier, je vous demande de venir m'assister, s'il vous plaît. Allez. Sébastien Demorand profitera de cette spéciale Canada pour nous expliquer comment choisir un bon saumon. Si la chair du poisson est trop grasse, dit Justin, ça veut dire qu'il aura été fumé trop vite. Pas bien en réalité. Et encore plein d'autres astuces et indiscrétions. Encore plus de surprises et de révélations côté coulisses, c'est dans les news de la semaine. Cette semaine, Christelle, notre bonne vivante venue d'Alsace, est malheureusement éliminée. Christelle, elle l'écoute, elle essaie de comprendre et elle est très imaginative. Une analyse pleine de justesse de la part du chef Candebord qui a su avant tout le monde cerner la personnalité de Christelle. Analyste hors pair, communicante de choix, mais surtout un imaginaire hors du commun qui l'avait amené dès le début de l'aventure à nous donner sa définition du concours. Concours, c'est concours, mais ça c'est un à côté. Je pense qu'il faut quand même bien vivre à côté, pas se mettre la pression tout le temps. Une définition pertinente qui a immédiatement donné le ton et la direction que Christelle souhaitait donner à son aventure. Clarté, précision, justesse sont ses maîtres mots. Je mets les choses au point et je remets les bons endroits au bon moment et où ils doivent aller pour qu'on ait de la place. Une fois les choses au point, aux bons endroits, au bon moment, Christelle a pu avancer sereinement dans l'aventure et a commencé à proposer des plats qu'elle est la seule à pouvoir commenter, comme ici lorsqu'elle compare son assiette à une célèbre chanteuse. Mon assiette est vachement aiguë, pas quelque chose où il y a du peps comme du rock, donc à mon avis ça serait Nana Mouskouri. Et oui, faire un plat qui ressemble à une chanson de Nana Mouskouri, qui d'autres auraient pu y penser? Non, vraiment, Christelle était à part dans un monde où seul Ludo a parfois été invité à entrer. Ludo, avec qui elle se voyait bien intégrer le top 3. On pourrait dire qu'on sera dans le trio des 3. C'est vrai, le trio des 3, tu l'aurais mérité. Mais bon, c'est raté. Il y a sans doute une brillante explication à tout ça. Je pense que je serais été en Alsace. Je pense que le jury m'aurait voté pour moi, même si j'avais fait peut-être un plat moyen. Et c'est ce que je pense un petit peu. Je serais été en Alsace, je pense que le jury m'aurait voté pour moi. Et oui, pour chaque situation, Christelle avait la bonne vision des choses et souvent le mot juste. Vous l'aurez compris, Christelle, véritable philosophe des fourneaux, a marqué l'aventure. Si toutes ces fameuses formules ont été plus ou moins déchiffrées, en voici une dont personne n'a encore aujourd'hui trouvé le sens. Du très grand Christelle. Je pense que c'est celui-là qui est arrivé à faire au mieux, qui est là actuellement. Après, il y avait peut-être des sujets qui n'ont pas facilité certaines personnes. Les sujets étaient plus ou moins différents, ça dépend du sujet. Waouh, chapeau l'artiste. Cette semaine, Ludovic s'est rendu compte d'une chose importante. MasterChef est un concours adressé aux amateurs de cuisine et pas du tout aux amateurs de régime. J'ai pris 8 kilos. 8 kilos en 8 semaines, bravo Ludo, belle perf. Mais comment tu expliques ça? Au picot à droite à gauche, ben voilà quoi, 8 kilos. Eh bien, nous avons voulu en savoir plus sur les habitudes alimentaires de Ludo. Les équipes de MasterChef se sont mobilisées, elles ont enquêté et voici ce qu'elles ont découvert dès son réveil. Et voilà, c'est parti. Petit camembert alors, vite fait. Tu le coudes. Ah bah le voilà, le fin mot de l'histoire. Tous les matins, Ludovic s'envoie tout simplement de grosses tartines de fromage qui pue. Des fois, je mange la moitié du fromage. Ce matin, je vais être light. Je vais en manger juste 2 tartines. J'aime bien avec le café au lait sucré, c'est bon quoi. Les fromages, tous les fromages, même les pâtés, c'est bon. Hein. Du pain et je trempe dans le café quoi. Et non, vous ne rêvez pas du camembert ou même du pâté le matin, c'est bien, mais tremper dans le café, c'est encore mieux. C'est diététique. Ah bah oui, sûrement. Bon, 3 sucres. Ça fait beaucoup, 3 quand même. Je sucre pas mal mon café au lait pour plus casser l'amertume, un peu, du camembert. Et voilà, est-ce que c'est une bonne idée de faire voir ça à la télé? Tous les jeunes, ils vont faire pareil un peu. Ne t'inquiète pas, Ludo, personne ne va faire pareil. Allez, bon appétit et bonne digestion surtout. Il ne reste plus que 5 candidats en compétition. Pour notre jury, tout est d'abord une question de niveau. Ils analysent pour vous les points forts et les points faibles du top 5 des meilleurs cuisiniers amateurs de France. Leurs réponses dans le palmarès de la semaine. Au terme de cette 8e semaine d'épreuve, il ne reste plus que 5 candidats en compétition.
Le niveau est élevé et les candidats ont dû se surpasser et donner le meilleur d'eux-mêmes pour garder leur place. Ils ont tous le potentiel pour accéder à la finale. Le jury dresse ce soir les points forts et les points faibles du top 5 des meilleurs cuisiniers amateurs de France. Ludovic. Forte tête des candidats, sa technique et ses connaissances culinaires sont incontestables. C'est quand même assez impressionnant qu'un amateur soit aussi passionné, avoir une telle maîtrise en vie. Ça, moi, ça m'impressionne. Ludovic est un amoureux des produits et connaît les gestes techniques à la perfection. Qu'il s'agisse de viande ou de poisson, sa découpe est précise, rigoureuse, digne d'un grand professionnel. C'est super, c'est du poisson. C'est ce qui va faire la différence. S'il a gagné sa place dans le top 5, Ludovic ne doit pas rester sur ses acquis. Et pour ne pas se faire doubler, il va devoir fournir encore plus de travail. Ludovic, c'est un candidat, on sait son potentiel. Mais le danger, c'est ce qu'ils se disent. Je maîtrise, je le fais pépère, ça va passer. C'est dangereux. Avec une technique indéniable, c'est sur les saveurs et les assaisonnements de ses plats que Ludovic va devoir progresser lors des prochaines épreuves. La semaine prochaine, je vais montrer que je suis de retour et que je reprends mes plats, ma façon de faire. S'il arrive à se lâcher, à se livrer, il peut être que parfait. Pierre. Ça y est, c'est parti. Il y a quelque chose, il y a une envie forte. Arrivé dans le top 5, Pierre est sans doute le candidat qui apprend le plus vite et qui a rapidement évolué tout en surprenant le jury. Je crois que je vais devenir fan de vous si ça continue. Plus les épreuves avancent, plus vous faites de belles choses. À chaque fois, c'est net et c'est précis. Rarement envoyé en test sous pression, Pierre est très ambitieux mais n'arrive pas à concrétiser les plats qu'il imagine. Techniquement, il manque le petit truc qui fait qu'il va arriver à concrétiser la bonne idée. Voilà, j'ai des idées, j'arrive pas forcément à réaliser. Il y a les conseils du jury que j'ai du mal à digérer, parce qu'ils en donnent beaucoup, ils essaient vraiment de nous aider. Car à quelques semaines de la finale, Pierre semble avoir atteint ses limites et propose des assiettes qui ne sont pas abouties. Je crois que je me suis un peu perdu ces derniers temps à vraiment prendre des risques et à faire des choses que j'avais jamais cuisinées. Et je crois qu'à ce niveau de la compétition, c'est vraiment qui tout double. Avec sa capacité à assimiler les remarques du jury, Pierre travaille dur pour combler ses lacunes. Les reproches sont une force qui l'incite à se surpasser davantage pour supporter la compétition. Là, on est 5 candidats, on est très près de la finale. Je vais essayer de revenir à l'essentiel. Le jury veut croire en nous, veut être surpris. Il a une vraie envie de progresser et il peut y arriver. Simon. Parmi les 5 candidats encore en compétition, Simon est celui qui a reçu le plus de félicitations. Il fait figure de favori. C'est top. Pour moi, personnellement, c'est top. En cuisson du homard, extraordinaire. Si Simon propose régulièrement des plats élégants, bien dressés et équilibrés, il lui reste cependant des progrès à faire pour épater le jury. Comme on attend énormément de Simon, on est toujours un tout petit peu en dedans avec lui. Il manque la petite touche, le petit détail qui fait qu'on va lui dire « Ok, ça c'est énorme Simon, c'est explosif, c'est fabuleux ». On arrive à un moment de la compétition où il y a beaucoup d'attentes et aujourd'hui, on n'a pas le droit de se planter. Pour atteindre la finale, Simon va devoir être plus créatif et aller sur des terrains qu'il ne connaît pas forcément, sans faire d'erreur. Je pense que j'ai une bonne base de cuisine, une capacité de travail importante. En combinant ça avec la réflexion, avec tout l'apprentissage qu'il y a pu y avoir au cours de ces semaines, je pense que ça peut m'amener à un final de Masterchef. Anne-Lise. Dernière fille encore en compétition, Anne-Lise a vu sa cuisine se perfectionner depuis son arrivée à l'atelier Masterchef. C'est sans doute l'une des candidates qui a peut-être plus progressé. Elle a évolué et c'est vrai que ça a été étonnant de la voir progresser à ce point-là. J'ai beaucoup moins peur de me lancer dans une recette en 1 heure. Si Anne-Lise est d'un naturel plutôt discret, c'est une travailleuse. Dans ses recettes, elle utilise tous les conseils qu'elle a acquis. Tu la vois qu'elle apprend, qu'elle potasse. Il y a du raffinement, il y a du raffinement dans sa cuisine. Félicitée à 2 reprises, elle va devoir continuer sur sa lancée et proposer au jury des assiettes abouties et sophistiquées. Si on est dans le top 5, c'est qu'on est censé être quand même pas trop mauvais, donc on peut pas se permettre de faire des choses moyennes, très moyennes. Moi, j'ai vraiment que l'envie de faire mieux. Olivier. Depuis le début de l'aventure, Olivier est un candidat qui manie avec beaucoup de professionnalisme les alliances de goût dans ses assiettes, comme ce fut le cas lors de la préparation de la langue de veau. En termes de texture, c'est pas mal, hein, curieusement. Eh ben, c'est une vraie surprise, Olivier, c'est ça ce qu'on est en train de vous dire. Ouais. Pourtant, à ce stade de la compétition, le niveau est très élevé et Olivier doit redoubler d'efforts pour rester dans la course. On sent qu'il a de l'envie, il a de la boulimie. Lors de l'épreuve de la boîte mystère, Olivier veut impressionner avec sa soupe à la nette et aux agrumes.
Malheureusement, son assiette est trop simpliste, ce qui lui vaudra une sanction du jury. C'est vrai que j'ai peut-être manqué d'assaisonnement, de dressage, alors qu'à ce stade de la compétition, j'aurais dû acquérir. Et maintenant, quand même, ça se resserre. Alors, voyons la suite, mais on ne sait jamais. À quelques semaines de la finale, le jury est très exigeant et demande aux candidats de constamment se surpasser. Le véritable challenge pour nos cuisiniers amateurs, c'est de canaliser leurs envies et de ne pas commettre l'erreur qui peut les mener à la porte de sortie. Après les longues journées passées à l'atelier, Frédéric Anton, une fois parti, est loin d'avoir terminé sa journée. Il gère sa brigade, invente de nouvelles recettes. Je vous propose d'ailleurs de découvrir les secrets de fabrication d'une recette façon Anton. Aujourd'hui, nous suivons Frédéric Anton. Direction son restaurant pour suivre les différentes étapes de la création d'une recette. Cela fait plus de 30 ans que le chef cuisine. Il fait ses classes auprès de grands chefs étoilés. Puis il intègre en 1989 la brigade de Joël Robuchon à Paris. Frédéric Anton entame une ascension fulgurante et accepte de prendre les rênes d'un prestigieux restaurant en 1997. Aujourd'hui, il est un chef triplement étoilé. Et depuis 30 ans, Frédéric Anton fonctionne toujours de la même manière pour nourrir sa créativité. Il a besoin de s'immerger dans ses cuisines. Moi, j'ai pas de belle histoire à vous raconter. J'ai rêvé cette nuit que je cuisinais des coques. Non, il faut simplement que j'ai le produit dans la main pour pouvoir y réfléchir et savoir ce que je vais faire. Donc ça se passe dans ma cuisine, ça se passe avec mes cuisiniers. Le chef marche à l'intuition. Ses idées prennent forme grâce à l'ensemble des produits qu'il a à disposition. Produits du monde, produits de saison. Il peut ainsi laisser libre cours à son imagination afin d'inventer de nouveaux plats. Et aujourd'hui, Frédéric Anton a sa petite idée, une paella un peu spéciale. On prend notre plat à paella, qui est là, on met notre riz à l'intérieur, on prend les coques, on les ouvre avec des échalotes et du vin blanc. D'accord ? On commence à s'ouvrir gentiment. On prend la cuisson des marinières, d'accord ? On mouille avec, on met directement au four notre paella et on la laisse cuire jusqu'à réduction complète. Moi, je peux rester 10 minutes, 1 heure devant le four. J'ai regardé un poulet rôti cuire pendant 45 minutes au four. Simplement, je regarde comment il commence à colorer, croustiller. Et ça, c'est vachement important de connaître ça. L'observation en cuisine est l'une des bases indispensables à la créativité et à la bonne réussite d'une recette. Pour être un bon cuisinier, il faut comprendre la cuisine, il ne faut pas juste subir ou faire. Une des particularités du chef, c'est d'apporter un soin tout particulier à chaque élément de sa recette. Chaque produit est cuisiné séparément, les coques d'un côté, le riz de l'autre, afin de tirer la quintessence de chaque aliment. Et pour Frédéric Anton, la création d'un plat passe par le goût, mais aussi par le visuel. Là, on est quand même sur du blanc, avec la paella, et on va être sur du blanc avec les coques. Donc on fait un petit jus avec des poivrons verts, on met du safran, une couleur rouge, une couleur verte, une couleur blanche. Quand la paella sort, on prend les coques, on les pose dessus, on met un peu de jus et on sert comme ça. Pour sa phase de création en cuisine, le chef se base sur ses acquis. À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas réinventer la cuisine. Donc les bases, c'est les bases. Si j'ouvre des coquillages, je vais les ouvrir d'une façon et pas d'une autre. Hein, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne et qui est important. On ne peut pas cuire des coquillages parce qu'on est créatif d'une autre façon. Ça, c'est obligé. Il ne s'agit pas pour Frédéric Anton d'improviser en cuisine, mais de s'appuyer sur sa technique, sur ses connaissances, afin de créer des plats d'une extrême précision. On vit dans la cuisine, c'est notre métier. Moi, ça fait 30 ans que je suis cuisinier. C'est un métier que j'adore, que j'aime. Une passion et une connaissance des produits qui deviennent pour notre chef une source d'inspiration inépuisable. Des fois, on pourrait tourner en rond avec certains produits. Là, la preuve. La paella, on n'en a jamais fait de ce type au restaurant. Donc il suffit de prendre quelque chose, de le retravailler, de le reconstruire pour arriver à quelque chose de bien. Vous l'aurez donc compris, la création en cuisine pour Frédéric Anton ne peut se faire sans 2 ingrédients indispensables, la connaissance et la passion. C'est au Canada que nos candidats se sont départagés pour accéder au top 5 des meilleurs cuisiniers amateurs de France. Les heureux gagnants ont participé à une escapade gourmande, frites au chili con carne, tarte au beurre. Les voilà repus, rassasiés et émerveillés. Cette semaine, à l'issue de l'épreuve par équipe au Canada, Julie, Annelise et Simon étaient convoqués au bord des chutes Niagara pour le test sous pression. Autant dire que pour eux, c'était la douche froide.
En gros, c'est comme si on travaillait sous la pluie. De leur côté, Pierre, Olivier et Ludovic étaient récompensés de leur victoire par une excursion gastronomique surprise. Vous avez gagné une escapade gourmande dans la région du Niagara. Régalez-vous! Une vraie récompense pour les 3 candidats qui, au cours de ce périple, vont avoir la chance de découvrir les nombreuses spécialités culinaires de la région de Niagara. Accrochez-vous, c'est parti pour un voyage gustatif aux confins de l'univers gastronomique de l'Ontario. Bienvenue à la soucoupe volante. Ouais. Vous allez déguster une des grandes spécialités de notre région. Première étape, une soucoupe volante dans laquelle nos candidats vont découvrir un drôle de plat. Qu'est-ce que c'est que ce plat? Des frites bolognaises, tu connais? Ah ouais? Non, rien à voir Pierre, ce sont des frites sauce chili, un plat typiquement canadien. Léger bien sûr et à l'esthétique très discutable, mais qui a beaucoup plu à Ludovic. Mais un petit peu moins à Olivier. Bah alors, pourquoi tu finis pas? Parce que j'en peux plus. Bon, le plat de résistance, c'était quoi? C'est quoi? Pourtant, ce n'est que le début de cette journée dégustation. Direction la plus ancienne pâtisserie de Niagara pour goûter sa célèbre spécialité, la tarte au beurre. La tarte au beurre. Prêt à déguster? Ah ouais? Bah bien sûr. En avant. Allez, allez, on se presse, surtout qu'il y a au moins une quinzaine de tartes au beurre différentes à déguster. Que du bonheur. Anything else for you today to test? Pour le moment, it's okay. Quand tu regardes la tarte comme ça paraît sec, ça paraît pas... Et quand tu croques dedans, mais c'est... ça explose dans la bouche. Ravi par ce dessert, Pierre n'hésite pas à demander la recette de la tarte afin de compléter encore un peu plus ses connaissances. C'est une tuerie, mais franchement. I want to buy your receipt. Très heureux de cette découverte, Pierre, dont le rire est aujourd'hui une marque déposée, décide d'entamer un vrai duel de rire avec la patronne. Waouh, impressionnant. Non, laisse tomber Olivier, t'es pas à la hauteur. Et pendant que Pierre et Ludo continuent à déguster et qu'une personne est prise en flagrant délit de vol de boisson, Olivier lui préfère goûter un aliment d'une extrême rareté que l'on ne trouve que dans cette pâtisserie. What is? Yeah, Chewing gum? no, it's just like a candy stick. I thought it's chewing gum, this one. I take it. Après avoir dégusté à peu près tout ce qui pouvait se manger dans le magasin, Pierre, Ludo et Olivier ont tenu à faire une petite pause dans la pâtisserie juste en face, afin bien sûr de ne pas faire de jaloux. C'est quoi ça? Et si au début ils souhaitaient juste admirer d'autres spécialités, poussés par la vendeuse, ils ont dû goûter une pâtisserie. Puis une deuxième, une troisième et puis bon bah une quarantaine d'autres quoi. Après toutes ces pâtisseries, une promenade au cours de laquelle Ludo a pris conscience de son problème. C'est pas normal de bouffer comme ça. Nos 3 chanceux ont pris l'hélicoptère afin de se rendre à une centaine de kilomètres de Niagara, dans un vignoble réputé. Voilà, c'est bon, Ludo est bien assis, on peut y aller. C'est la folie quoi. Oh le cul. C'est super, incroyable. C'est magnifique. Avec le temps en plus. Mais c'est beau quoi. C'est les autres cuisines là, tu vois? Et si les 3 vainqueurs de l'épreuve par équipe ne goûtent pas leur plaisir, ils ont quand même une petite pensée pour leurs camarades qui sont eux en épreuve sous pression, juste en dessous. C'est eux, c'est les copains là. Simon, fais gaffe. Ton jus. Ton jus, fais gaffe. Retiens ton jus. Julie, ta brunoise, elle est trop grosse. Hop 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 Simon, t'as du boulot je crois, non? Alors arrivé dans le domaine viticole, notre vigneron Olivier ne cache pas son émotion de se retrouver en plein milieu des vignes. Ouais non, c'est... Bah, c'est un truc assez incroyable quoi, tout simplement. Bah, à 35 ans, après quand même plus de 10 ans de dur labeur, si je peux arriver à quelque chose, mon rêve voilà, ce serait d'avoir un vignoble avec voilà, une belle table d'hôte, un beau cadre, un bel espace vert pour les enfants surtout. Et pour une fois pendant la dégustation, le professeur ce ne sera pas Pierre, mais Olivier qui va faire partager ses connaissances à ses camarades. Une belle fraîcheur et une belle acidité aussi. C'est très citronné, très frais. C'est frais, hein? Très agréable. Cette journée récompense s'achève. Olivier, Pierre et Ludo ont eu la chance de découvrir de nombreuses spécialités canadiennes qui leur ont donné à coup sûr des idées pour la suite. Et pour finir, rien de tel qu'un petit dîner. Bah oui, une journée comme ça, ça creuse. Et ouais. Désormais dans le top 5, nos candidats ne voulaient absolument pas quitter le Canada sans tout savoir sur l'un des fleurons de la culture canadienne, le sirop d'érable. Direction une cabane à sucre, histoire de se sucrer le bec, comme on dit là-bas.
Why this maple leaves is the symbol of Canada? L'érable et surtout la feuille d'érable sont les symboles du Canada, tout simplement parce que nous sommes ici dans la seule région du monde où se fabrique le sirop d'érable. Et en automne, les feuilles deviennent rouges vifs, comme sur votre t-shirt. Vous verriez ça, c'est magnifique. Les feuilles sont belles, certes, mais c'est la sève qui intéresse nos candidats, car c'est elle qu'on recueille pour la transformer en sirop grâce à cet évaporateur. La sève entre en ébullition et se concentre pour faire du sirop. C'est un processus continu. Il faut imaginer un immense nuage de fumée ici. Toute la pièce est pleine de vapeur d'eau. Il en résulte un produit naturel, sans colorant ni additif, mais qui réserve bien des surprises, car il n'y a pas un, mais des sirops d'érable. C'est très doux, c'est très beau. C'est très, très beau. Là, on est plus sur le caramel, et là, on part un peu. On revient sur le bois. Sur la bois. sève. Presque un peu brûlé, côté un peu bois brûlé. Au cours de leur dégustation, les candidats ne s'attendaient pas à découvrir toute la diversité des sirops d'érable. En bon professeur, Pierre a parfaitement retenu la leçon. Ce qui fait la différence de couleur et de saveur, c'est tout simplement la chaleur de la journée, le temps. Et en fait, d'une journée à l'autre, on peut passer d'une concentration, enfin, de quelque chose de très fin, très subtil à quelque chose de très concentré, en utilisant exactement le même procédé. Donc c'est assez incroyable. Et oui, ce sirop est bien plus complexe que ce que nos petits Frenchies imaginaient. En tout cas, cela leur a donné des idées. L'utilisation du sirop d'érable, il est idéal pour faire des lackages en fait. Tu l'as créé quoi toi comme produit? Saumon, volaille, des légumes comme on a fait la petite betterave. Visiblement, le sirop d'érable a déjà sa place dans les futurs projets de nos cuisiniers. Je pense que ce qui est important dans la vie d'un cuisinier, on va dire, c'est de découvrir des produits qui viennent de quatre coins du monde et de les faire goûter aux clients. Déjà, le producteur sirop d'érable, on l'a. Voilà, on commence déjà à travailler là pour la suite. Donc, Il est le seul cette semaine à avoir été désigné pour participer à la masterclass. Olivier va donc avoir le privilège de cuisiner en tête-à-tête avec Yves Candebord qui relève le défi du test sous pression. Alors, les astuces et les conseils d'Yves Candebord, c'est tout de suite dans sa masterclass. Lors de l'épreuve sous pression, les candidats devaient réaliser un fraisier avec un légume tiré au sort. C'est donc ce défi que va relever Yves Candebord. Olivier, masterclass autour du fraisier, plus le tirage au sort d'un légume mystérieux. Étant donné que sur les 3 légumes, il en restait un, c'était le concombre. Donc on va faire un dessert à base des ingrédients du fraisier avec le concombre. Fraisier en gelée et son sorbet de lait menthe. Olivier, on va faire la glace lait menthe. Alors, un demi-litre de lait. Donc pour un demi-litre, je mets 60 grammes de sucre. Et là, après, on y met carrément la menthe dedans, qui a été lavée, juste lavée. Le chef fait infuser la menthe avec le lait à feu doux. Donc là, on a fait infuser le lait, la menthe et le sucre pour réaliser le sorbet lait menthe. Donc là, je le filtre. Voilà, et on va le laisser, on va la mettre au frigo pour que ça se glace. Une fois glacé, le lait est passé à la sorbetière. Ah. C'est parti. Yves Candebord passe maintenant à la préparation de la gelée de concombre. Prenez les concombres, Olivier, et on va les passer à la centrifugeuse. Allez. Voilà. On garde toute la peau? Ouais, laissez toute la peau. La peau va amener une couleur un peu fluorescente, intéressante. Donc là, Olivier, 25 grammes d'eau, voilà. 18 grammes de sucre, et ça va le porter à ébullition, très légèrement. Pendant que ça bout, on va prendre une feuille de gélatine qu'on va ramollir dans de l'eau froide. Voilà. D'accord, ça c'est pour gélifier le... Je gélifie mon jus. Le chef fait fondre la feuille de gélatine dans quelques centilitres d'eau sucrée, portée à ébullition, puis incorpore sa gélatine au jus de concombre. Après avoir mis la gelée de concombre à refroidir, le chef passe maintenant à la crème de lait cuit. Maintenant, on va faire le lait, ce qu'on appelle le lait de vache cuit. Là, on met 250 grammes de crème fleurette, 30 grammes de sucre et une feuille de gélatine. Tu mets ça à bouillir. Là, il faut porter à ébullition ou juste porter à ébullition, je te mets la gélatine dedans, elle va fondre. Voilà. Ça y est, le lait est cuit, Yves Candebord le met à refroidir au réfrigérateur. Je ressors du frigo mon lait. Tu vois, donc là, il est froid mais pas complètement pris. Et donc là, je vais mouler mon fond d'assiette avec ce lait.
Une fois moulée, l'assiette retourne au réfrigérateur. Maintenant, on va réaliser le crumble. Pour la décoration du fraisier, le chef passe à la préparation de la pâte sablée. Donc là, on va prendre du beurre. Yves Candebord utilise du beurre à peine fondu afin de faciliter le mélange avec le jaune d'œuf et le sucre. On va y rajouter de la farine. Voilà. Le chef étale ensuite la pâte et la met au four à 200 degrés pendant une dizaine de minutes. Pendant la cuisson de la pâte, Yves Candebord et Olivier passent à la préparation des fraises. Je prépare un peu des petites feuilles de menthe pour décorer. Donc là, je ramène l'assiette, tu vois, du de vache qui a pris, et la gelée qui commence aussi à prendre. Toutes les préparations sont maintenant prêtes. Le chef peut passer au dressage du fraisier. Le danger d'une gelée, bien sûr, c'est pas trop en mettre. Il faut arriver à trouver le juste milieu, parce que c'est elle qui va quand même amener la fraîcheur, un liant et amener beaucoup de fraîcheur au plat. Yves Candebord agrémente sa préparation de quelques feuilles de menthe. Très légèrement, et de quelques morceaux de pâte sablée. Petit sablé dessus, juste posé dessus, tout simple. Le chef passe maintenant au dressage du sorbet, les menthes. Un petit carapel. Ouais, ça va me permettre de faire un petit rappel général de ce qu'on a mis de côté. Qu'il agrémente d'un peu de gelée de concombre et de sablé. Voilà l'interprétation du fraisier. Place maintenant à la dégustation. Là, par contre, il faut vraiment, tu vois, que tu prennes un ensemble. Je tape dans le fond. Ouais. Étant donné que toutes les préparations sont très marquées, il faut vraiment, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment prendre ensemble. Ouais. Ça a une longueur en bouche ça tient en bouche. Hein. Le mariage fraîcheur de l'amande de la glace avec l'ensemble, ça relance. Le mariage est top. Un défi brillamment relevé par le chef Candebord, Olivier aura à coup sûr profité de ce cours particulier pour accroître encore ses connaissances et ses chances dans la compétition. Saumon sauvage, saumon d'élevage, saumon fumé, Sébastien Demorand nous donne tous ses conseils pour reconnaître et cuisiner un saumon digne de ce nom. Les bons plans cette semaine restent ici, évidemment, au Canada, avec un produit qu'on essaye de préserver, ici, comme en France, le saumon sauvage. Il y a encore quelques dizaines d'années, le saumon était considéré comme un poisson de luxe. Mais aujourd'hui, grâce à l'élevage, il est à la portée de toutes les bourses. Les Français sont les premiers consommateurs de saumon en Europe. Un saumon qui peut être frais, fumé, surgelé. Mais c'est surtout la distinction entre sauvage et élevage qui est importante lorsqu'il s'agit pour vous de choisir le bon saumon à cuisiner. On va aller à la pêche dans quelques instants avec un homme qui connaît très très bien le saumon ici, juste à côté de Lake Ontario. Il s'appelle Aldo et si tout va bien, grâce à lui, dans quelques heures, j'aurai pêché mon tout premier saumon. À moi, rien qu'à moi. Good morning, Aldo. Good morning. Ça va? Ça va bien. Bien? Ready for some salmon? Yes, I am. Let's go. Let's go. All right. Okay. Quand vous achetez votre saumon, toutes les informations dont vous avez besoin sont sur l'étiquette. Vous saurez alors s'il s'agit de saumon d'élevage ou de saumon sauvage. Et pour Aldo, notre pêcheur, il y a une véritable différence. Wild salmon, like in this lake, they're wild, they swim on their own, there's nobody watching them. Une des principales différences entre le saumon sauvage et le saumon d'élevage, c'est bien évidemment l'alimentation. Là, il se nourrit tout seul comme un grand, il n'attend pas qu'on le nourrisse. Et ça a une incidence non seulement sur la couleur de la chair, mais sur sa texture. Let's go fishing. La chair du saumon sauvage est plus ferme et moins grasse que celle du saumon d'élevage. C'est bien meilleur pour la santé et le goût n'a lui rien à voir. Eh ben ça mord, tiens. Ça mord. Very good. Sachez que c'est souvent l'origine du saumon qui vous dira quel type de poisson vous achetez. S'il vient de l'Atlantique, c'est en général un saumon d'élevage. Le Pacifique, en revanche, c'est certainement du saumon sauvage. Une astuce très simple pour vous repérer au quotidien. Oh, it's a big fish. Okay, that's good. La chair du saumon sauvage est naturellement orange pâle, le poisson se nourrissant principalement de crevettes. Et c'est pour renforcer cette couleur que les pisciculteurs donnent des colorants à base de carotène à leur saumon. Ah, c'est bon. Le saumon sauvage sera toujours plus cher que le saumon d'élevage. Comptez environ 30 € du kilo pour un sauvage, contre une dizaine d'euros au kilo pour un saumon d'élevage.
Allez, allons maintenant découvrir toutes les astuces pour fumer vous-même votre saumon. Sachez qu'en France, nous sommes les premiers consommateurs d'Europe de saumon fumé avec plus de 27 000 tonnes dégustées chaque année. Hello, welcome. Thank you very much. How you doing? Good. Nous sommes ici sur le domaine viticole Vineland Estates pour rencontrer le chef canadien Justin Downs qui va nous faire découvrir la première étape pour fumer son saumon. Rien de plus simple, il faut tout d'abord assécher la chair avec 2 ingrédients de base. Tout simplement, sel, une cassonade. Le sel va retirer une partie de l'excédent d'eau à l'intérieur du filet de poisson, quel qu'il soit. Le sucre va apporter un tout petit peu de douceur. Les filets de saumon, 4 à 6 heures au réfrigérateur avant de les mettre à fumer. Justin en a préparé d'autres. On va aller tout de suite descendre dans sa petite cabane là et on va faire fumer ça bien comme il faut. Domaine viticole oblige, Justin a à sa disposition des sarments de vigne, mais aussi des copeaux de fût de chêne pour fumer son saumon. Et c'est le choix du bois utilisé pour le fumage qui va précisément donner au saumon un arôme spécifique. Voilà, le saumon de Justin, le voilà, il a passé toute la nuit dans le fumoir, celui-là. Ah, Le type de bois utilisé pour le fumage est toujours indiqué sur l'emballage du saumon. C'est le plus souvent du bois de hêtre ou du bois de chêne. Le fumage qui est accessoirement une méthode efficace pour une conservation optimale. Compte tenu de l'épaisseur du filet de saumon, 24 heures dans le fumoir. 24 heures. Oui. Si la chair du poisson est trop grasse, dit Justin, ça veut dire qu'il aura été fumé trop vite. Pas bien en réalité. Après, évidemment, la couleur. Et puis, peut-être si vous achetez un saumon prédécoupé, bien sûr, veillez à l'épaisseur des tranches. C'est fabuleux. Bon, c'est vrai, fumer chez soi son propre saumon n'est pas forcément évident, mais si vous êtes un bricoleur du dimanche, il existe quelques idées sur Internet pour vous aider à créer votre propre fumoir maison, ou même simplement dans votre cuisine avec un simple wok et quelques feuilles d'aluminium. On récapitule, un saumon sauvage aura une chair plus goûteuse et plus ferme, le bois utilisé pour fumer son saumon aura une incidence sur le goût, et puis fumer son saumon est pratiquement à la portée de tous. Voilà, vous savez tout ou presque sur le saumon, frais ou fumé, un saumon que vous adorez, que nous adorons. Nous sommes, rappelons-le, en France, les premiers consommateurs de saumon en Europe.